Les écrans sont devenus de véritables doudous. On les a toujours avec nous, on a du mal à s'en séparer, qu'ils soient dans notre poche, sur notre bureau, à la maison. Mais qu'en est-il pour nos enfants et nos adolescents? Vous aurez toutes les réponses en suivant les 4 épisodes de notre podcast spécial écran avec notre partenaire Open. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La maison bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode consacré aux écrans avec notre partenaire Open. Et aujourd'hui, je vais échanger avec Marion qui va nous raconter un peu son parcours. Et après, on a plein de questions. J'ai plein de questions, à lui poser sur le temps d'écran et les repères d'âge chez le tout petit. Donc, ce sera un moment où on va parler aussi des préoccupations, liées à la durée d'exposition, aux fréquences adaptées selon l'âge et aux limites à poser dès la petite enfance. Bonjour Marion. Bonjour Jérôme. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps pour ce tout premier épisode. Donc, je souhaitais que tu dises à nos auditeurs, que tu nous racontes, ton parcours, déjà, avant de commencer dans le vif du sujet. Oui, donc merci pour l'invitation. C'est effectivement un sujet qui m'est cher puisque à la fois, moi, je suis psychologue clinicienne, donc je travaille beaucoup avec des enfants et des adolescents que je reçois à mon cabinet. Et une particularité, c'est qu'avec certains d'entre eux, j'utilise aussi le numérique puisque je peux utiliser des jeux vidéo en thérapie avec certains enfants. Donc, au-delà des questionnements qu'on peut avoir en famille, ça peut être aussi à certains moments un outil, finalement, dans le cadre du soin. Mais ça, c'est un tout autre sujet, mais c'est pour montrer que c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis, je suis également présidente de l'Open, donc de l'Observatoire Parentalité et Éducation Numérique, où depuis presque 10 ans, je travaille avec Thomas Romer, qui fera 2 autres épisodes, je crois, sur la façon dont on peut accompagner les enfants et les adolescents par rapport à tous ces sujets-là qui nous préoccupent forcément quand on est parent, depuis la toute petite enfance jusqu'aux grands ados. Bien, merci pour cette présentation très claire. Alors, on va commencer par toute une petite liste de questions, il y en a beaucoup. Donc, je vais commencer par la première. Combien de temps d'écran et à quelle fréquence peut-on laisser un enfant? Ou est-ce qu'il y a vraiment des règles ou pas du tout? Ou c'est en fonction justement des familles? Et surtout, quelle information voudrais-tu faire passer par rapport à ce sujet? Oui, alors peut-être déjà la première chose, c'est que écran, ça veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que quand on parle de temps d'écran en soi, c'est un peu comme si on parlait d'alimentation en général et qu'on regardait pas les différentes choses qu'on peut manger, et qu'on disait qu'est-ce qu'un enfant peut manger dans la journée, qu'on calculait en nombre de grammes sans regarder si c'était 800 grammes de bonbons ou 800 grammes de légumes, poissons, viande, etc. Enfin, voilà. Donc, écran, en fait, ça veut tout dire et rien dire, puisque écran, c'est effectivement tous les objets numériques qu'on va avoir. Ça peut aller de la télé, la tablette, le téléphone portable, la console. Enfin, donc, on voit qu'il y a vraiment tout un tas de supports. Donc, finalement, se poser la question de temps d'écran, tout seul, comme ça, sans avoir une précision, on voit qu'on passe à côté de quelque chose, parce que ça va pas être la même chose selon les âges et puis selon les enfants, selon les activités. Ça va pas être la même chose d'être devant un téléphone portable en train de faire une visio avec ses grands-parents ou d'être en train de passer du temps sur TikTok ou en train de regarder un dessin animé. Donc voilà, donc après la question, si on reprend quand même la question du temps, de la fréquence, en fait, on n'a pas vraiment de réponse précise par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mode d'emploi qui serait universel où on pourrait dire, voilà, vous avez un enfant de 4 ans, donc à 4 ans, c'est tant de minutes d'écran par jour ou par semaine, forcément à telle heure et surtout pas à telle heure. Donc bien sûr qu'il va y avoir des recommandations, mais on va pas avoir quelque chose comme ça de très strict. Ce qui va être important, en fait, et là,
Ce qui est intéressant, c'est que ça permet, par conséquent, à chaque parent, à chaque famille, de trouver aussi leur façon de fonctionner. C'est pas une loi, une règle finalement qui serait posée pour tout le monde, mais ce qui va être important, c'est un équilibre des activités. C'est-à-dire que les enfants, ils vont avoir besoin, enfin, comme d'ailleurs les adultes, mais ils vont avoir besoin, encore plus peut-être, d'une diversité d'activités, d'une diversification des activités. Parce qu'effectivement, quand on est enfant, il y a des choses, on ne va pas les faire par soi-même ou tout seul parce qu'on ne peut pas le faire. En adulte, ça va être différent. Et donc, ça vient bien des parents, des adultes, des personnes qui sont autour de l'enfant, qui vont pouvoir proposer cette forme d'équilibre des activités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des activités sur des écrans, quels qu'ils soient, mais on ne peut pas être avec des activités qui vont être uniquement sur les écrans sans qu'il y ait d'autres activités hors écran. C'est-à-dire que l'enfant, il va avoir besoin de tout un tas d'autres choses. Donc, vous voyez que finalement, ce n'est pas réellement une question de durée et de fréquence, mais c'est plutôt cet équilibre-là qui va être important. Alors, si je suis dans une famille, je sais pas, toi Jérôme par exemple, si je suis dans une famille où on fait beaucoup de sport, forcément on sait que notre enfant, on va l'amener avec nous parce qu'on va aller faire de la marche, parce qu'on va aller faire un petit parcours de ceci ou du vélo. Ou, voilà, il y a des familles où on va faire beaucoup moins d'activités sportives, mais on va aller davantage faire des sorties ou au musée ou à la bibliothèque. Voilà, on va faire des choses diverses et variées. Ce qui est Ça important. dépend donc, excuse-moi, ça Ouais. dépend donc dans le milieu où l'enfant vit aussi en quelque sorte. C'est-à-dire par rapport à la culture familiale. C'est ça. Et donc, on voit bien ici que c'est vraiment cette question d'équilibre. C'est-à-dire que on peut pas imposer un temps d'écran à une famille où les écrans sont pas forcément très présents dans les activités partagées. Après, on peut voir que ça peut être intéressant pour certaines choses aussi d'avoir les écrans, mais on n'est vraiment pas, surtout chez les tout petits, dans une obligation. Oui. C'est sûr. Voilà. Après, Et ouais. oui, vas-y. Vas-y. Non, sur la question de la fréquence et de peut-être du moment, où on peut utiliser les écrans. Il faut se dire que les écrans, c'est pas non plus n'importe quand. Mais à partir du moment où on se dit c'est une activité, on la fait pas non plus n'importe quand. C'est-à-dire que si mon enfant là, il veut faire du vélo à 2h du matin, je vais lui dire non, on fait pas du vélo à 2h du matin. Ou s'il veut faire des Lego, faire monter une grosse construction avant d'aller à l'école, je vais peut-être lui dire non, parce que là on n'a pas le temps, parce que là il faut que tu finisses de t'habiller, que tu te laves les dents pour qu'on parte à l'école. Donc on voit bien que les écrans, et c'est important en tant que parent qu'on se rende compte que c'est aussi une activité parmi d'autres. Et que donc on ne doit pas en faire une activité privilégiée ou une activité qui soit un peu mise sur un piédestal par rapport à d'autres. Et que sur d'autres activités, beaucoup de parents, ça on le voit bien quand on échange avec les parents, beaucoup de parents sont en capacité de dire à l'enfant, non, ça, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, là on peut pas. Et donc par rapport aux écrans, c'est pas parce que l'écran il est là à disposition, qu'on en a 10 dans la maison, que forcément, c'est la porte ouverte à faire ça. Voilà. Je vois tout à fait. Donc, il faut avoir une certaine, comment dirais-je, j'ai dire hygiène entre parenthèses, Oui. entre guillemets, sur l'utilisation de ces écrans. Et est-ce que on peut absolument interdire un écran à un enfant très petit, ou on peut pas l'éviter parce qu'on est quand même cerné par les écrans partout, même dans des transports en commun, il y en a avec les couloirs du métro, il y en a dehors dans les rues maintenant, puisque c'est plus des affiches forcément, il y a aussi maintenant des animations très colorées. Donc, est-ce qu'il y a un âge où l'enfant ne doit absolument pas avoir d'écran? J'ai peut-être déjà une idée de la réponse. Enfin, j'attends que plutôt Oui. nous éclaircisse là-dessus. Oui, alors je pense que tu fais référence à plusieurs choses, c'est-à-dire que effectivement, on sait aujourd'hui, et il y a vraiment des recommandations qui sont faites par les médecins, et aujourd'hui, même au niveau politique, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, notamment à partir de cet âge de 3 ans, où on va recommander, alors selon les études, on a eu avant 2 ans, avant 3 ans, mais en gros, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, avant 3 ans,
un enfant, il n'a pas besoin de l'utilisation des écrans. En gros, il faut l'entendre de cette manière-là. C'est-à-dire que l'écran, avant 3 ans, il va pas servir à grand-chose parce que l'enfant, avant cet âge, il a surtout besoin de se développer. Hein. Le bébé humain, quand il naît, il est totalement immature. Hein. Il a besoin de se développer, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau psychique, relationnel, etc. Et donc, ce développement-là, il n'a pas besoin des écrans pour se faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment, ici, je parle du développement sensorimoteur, de la capacité de faire des mouvements, de coordonner ses gestes, de pouvoir attraper un petit objet à côté de soi quand on est dans son petit berceau, de pouvoir ensuite marcher, courir, sauter, voilà, bouger dans l'espace. On voit bien que tout ça, c'est pas avec une tablette ou un téléphone ou une télé qu'on va apprendre à le faire. Et ça, c'est vraiment absolument nécessaire dans le développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'il a vraiment besoin de développer toutes ses capacités motrices. Donc ça, on va le faire dans tout un tas d'activités du quotidien qu'on peut faire. Voilà. Et puis, il y a aussi tout le versant psychologique qui est important, c'est-à-dire que l'enfant, pour se développer, pour que son psychisme se développe, grandisse, il va avoir besoin de relations avec les autres. Il va avoir besoin, justement, pour cette construction, d'être en lien avec des vrais humains, en l'occurrence les personnes qui vont prendre soin de lui, hein, donc les parents ou d'autres personnes qui vont être là auprès de lui quand il est tout petit. Et c'est par ces relations-là, par les échanges de regards, par les sourires, par les expressions qu'il va voir sur les visages de ses proches, que l'enfant va aussi lui se développer et pouvoir lui-même développer ses propres émotions, etc. Donc on va pas faire un cours de psycho sur le développement de l'enfant, mais c'est comprendre que ces premiers liens-là, tout au long de ces toutes premières années, hein, tout ce qu'on appelle la petite enfance, c'est vraiment fondamental. Et ça semble un peu logique, c'est-à-dire que si je suis face à un écran, j'ai pas cet échange de regards, j'ai pas quand moi je vois quelque chose et que je fais une tête bizarre parce que j'ai peur ou parce que y a quelque chose qui m'interroge, que je fronce les sourcils ou que j'ai mal et que je l'exprime sur mon visage, l'écran, même si c'est un sympathique personnage d'un dessin animé, il repère pas ça, il va pas me répondre ou il va pas en retour, hein, si je souris à quelque chose, si j'ai quelqu'un en face, la personne sûrement va sourire aussi en face à moi ou demander pourquoi je souris, etc. Donc, face à l'écran, il n'y a pas cet échange-là. Ouais. Voilà, c'est l'interaction qui prime et qui est capitale pour justement ressentir les choses et évoluer. C'est ce que l'on fait en crèche, hein, aux structures, c'est exactement ça. C'est de l'échange, de l'observation des professionnels pour les enfants. Tout à fait. Tu parlais de dessin animé, oui. Ouais, non, juste pour compléter, peut-être parce que, comme tu disais, les écrans, ils sont quand même partout. Donc, on sait bien que si on voulait vraiment qu'un enfant avant 3 ans, il ne soit jamais confronté à un écran, c'est mission impossible, hein, à part partir sur une île déserte, vivre pendant les 3 premières années de son enfant, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même garder en tête cet élément-là pour essayer de limiter au maximum les usages qu'on va avoir des écrans quand on est avec les enfants et pas rentrer dans des choses qui sont parfois un peu réflexes par facilité, en se disant là mon enfant il est un peu énervé ou fatigué, tiens je le mets devant l'écran, ça sera plus simple pour moi. Oui, bien sûr, ça sera plus simple pour moi, mais pour son développement, on n'est pas dans quelque chose qui est forcément bien. Après, si à un moment donné, parce que je suis toute seule à la maison, mon petit, je le mets 5 minutes devant une vidéo adaptée à son âge parce que je vais prendre ma douche, ça va pas le rendre complètement déséquilibré ou fou. Ça, c'est important aussi que, en tant que parent, tu puisses entendre ça. Voilà. Il faut temporiser un peu des choses. Tu parlais de dessins animés. J'avais une question toute faite pour les dessins animés. À partir de quel âge un enfant peut regarder un dessin animé? Alors, à chaque fois, je réponds pas vraiment aux questions, mais la question qu'il va falloir se poser, c'est surtout déjà dans quel contexte et avec qui, avant de se poser vraiment la question d'un âge précis. C'est
qu'est-ce qu'on va lui présenter, avec qui, enfin, quel est l'objectif. C'est pas la même chose si un enfant regarde tout seul ou s'il regarde avec ses frères et sœurs ou avec ses parents ou avec quelqu'un de la famille. On voit bien, période, en ce moment, on se voit, là, c'est les vacances. Les enfants, ils peuvent être avec d'autres personnes de la famille, les grands-parents, des cousins, des... Voilà. Donc ça, le contexte, il est important à prendre en considération. Après, en gros, on sait que, forcément, je viens de dire, avant 3 ans, on va éviter les écrans. Donc, je vais pas dire dessin animé recommandé avant 3 ans, sinon ça serait pas logique. Mais déjà, on sait que, en gros, entre 3 et 4 ans, il y a une capacité d'attention chez les enfants qui est assez limitée et qui généralement dépasse pas trop 10-15 minutes. Donc ça veut dire que avec les tout petits, à partir de 3 ans, quand on va mettre un dessin animé, c'est important de respecter ce rythme-là. C'est-à-dire que il faut se dire qu'au-delà, l'enfant, il va pas réellement en profiter. C'est-à-dire que si on met un enfant de 4 ans devant un dessin animé qui dure 1h30, en fait, ça sert à rien. Ça veut dire que... Il n'aura pas l'attention. On le sait très bien nous-mêmes, Voilà. même si on n'utilise pas d'écran, juste raconter l'histoire. Ouais. C'est une histoire qu'on commence à raconter à un groupe d'enfants. On voit qu'elle fait 20 pages. On abandonne tout de suite parce que leur concentration va être très limitée. Bien sûr. Donc, on privilégie les histoires. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui fait partie, du développement cognitif de l'enfant. Enfin, c'est pas parce que l'enfant a un problème qu'il décroche, hein. C'est que, à cet âge-là, la capacité d'attention, même si on n'a pas du tout de problème d'attention, c'est une capacité qui est réduite et ça va se développer au fur et à mesure. Après, ce qui est important par rapport au dessin animé, même avec des enfants un petit peu plus, qui commencent à être un petit peu plus grands, c'est un conseil qu'on peut donner, plutôt de privilégier des dessins animés narratifs, c'est-à-dire où il y a une histoire. C'est vrai qu'à un moment donné, on a vu, il y a des chaînes qui font des dessins animés pour les tout petits, avec que des projections d'images, de couleurs, de formes, qui là vont captiver effectivement l'enfant du côté de la sensorialité, mais il y a zéro histoire, et ça n'a pas grand intérêt, à part la captation sensorielle qui sert pas à grand-chose. Donc, avec les enfants petits, choisir un dessin animé avec une histoire plutôt simple, plutôt rassurante, des personnages attachants, des choses comme ça. Voilà. Et puis, surtout, avec les enfants, même si ça oblige ça prend du temps, mais être présent, accompagner, regarder ce qui se passe. Ouais, je vois tout à fait. Je vais poser une dernière question avant notre petite pause, parce que le temps passe vite. Est-ce que toi, tu considères qu'un appel visio est compté comme un temps d'écran? Bah oui. À partir du moment où qu'on utilise un téléphone portable, une tablette, etc. Si en tout cas si l'enfant s'assoit, face à cet écran-là, ça rentre dans du temps d'écran. Après, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, temps d'écran en soi, ça veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si je suis en train de discuter avec papy et mamie parce qu'ils habitent loin ou qu'ils sont partis en vacances. Et si je suis tout seul en train de regarder un dessin animé. Mais ça rentre dans du temps d'écran. Après, ce qu'on sait, c'est qu'avec les enfants petits, parfois, nous, on est en train de tenir la tablette ou le téléphone et l'enfant, il va passer, il va écouter, il va circuler, il va être derrière l'écran et pas devant l'écran. Donc, ça aussi, c'est important de pouvoir accepter que l'enfant, quand il est petit notamment, il va pas forcément faire un appel visio comme on est là en train de faire, où on est assis l'un face à face, et que finalement, un appel visio, il va pas... pour lui, c'est quand même pas la même chose. Cette image, c'est pas c'est pas pareil que quand la personne est en face. Et même quand ils sont petits et qu'ils sont dans une pièce avec les personnes, ils vont pas forcément rester à discuter comme ça pendant longtemps, on va dire plus ou moins longtemps, sans bouger. Donc c'est important aussi d'entendre ça et d'accepter que l'enfant, même si il est en train de parler avec sa mamie, il puisse se lever, bouger, partir, revenir. C'est important d'accepter ça aussi. Très bien, je te remercie beaucoup Marion. Nous, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après ça. À la Maison Bleue, chaque jour, on partage de vrais moments avec les tout-petits. Si tu es éducatrice, psychomote ou simplement passionné par la petite enfance, viens faire partie de l'aventure.
On recrute partout en France. Plus d'infos sur lamaisonbleue.fr. Nous sommes de retour pour cette seconde partie de notre premier épisode consacré aux écrans en présence de Marion. Là, je voulais évoquer avec toi, Marion, par rapport les familles qui disent bah, moi, je culpabilise un peu parce que j'ai laissé mon enfant avec un appareil qui avait un écran, donc je culpabilise. Donc, comment peut-on rassurer ces familles qui sentent un sentiment de culpabilité là parce que ils ont laissé l'écran ou un écran à leurs enfants? Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup, beaucoup, hein, dans toutes les interventions, les rencontres qu'on peut faire avec les parents. Heu, c'est lié à plusieurs facteurs. La première chose, c'est que, la culpabilité, elle est, reportée sur, ce qu'on fait avec nos enfants, mais en fait, la culpabilité, elle est aussi par rapport à nos propres usages des écrans. C'est-à-dire que très souvent, on va se dire, «Ah mon enfant, il a regardé ça, il fallait pas» ou «C'était trop» ou pour des plus grands, «Mon ado, il est complètement accro à tel, réseau» et cetera. Enfin, mais en fait, toutes ces questions-là, elles nous culpabilisent aussi parce que souvent on se dit: «Ah bah oui, mais moi c'est vrai que première chose que je fais quand je me lève le matin, je regarde mon téléphone, je regarde mes réseaux, je suis en vacances et je vais quand même me connecter sur les mails du boulot, je» enfin voilà. C'est-à-dire que la culpabilité, elle est aussi parce qu'on est vraiment sur des outils qui sont pas des outils spécifiques aux enfants. Autant, par rapport à certaines choses, je sais pas, sur des bêtises d'enfants, on va se dire: «Bon, bah, ça, moi, je suis grand, je le fais plus, donc ça concerne que mes enfants». Mais là, on voit bien que la question du rapport aux écrans, elle concerne toutes les générations, hein, même, les grands-parents, et cetera. Enfin, donc on n'est pas sur un truc qui est que sur, les enfants. Donc ça participe aussi parce qu'on est vraiment pris dans cette question-là. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, sur les écrans, on entend, tout et n'importe quoi, enfin, ou tout et son contraire. C'est-à-dire que à la fois, on va entendre: «Les écrans, c'est super», voilà, et en même temps, on va entendre: «Les écrans, c'est de la drogue, ça rend addict, ça rend, fou, ça crée, des pathologies mentales» et cetera. Donc on a vraiment ce problème de la diversité des messages et de l'opposition des spécialistes aussi sur les sujets ou en tout cas, un peu de combat qu'il va y avoir, de spécialistes, dans les médias qui vont eux aussi d'ailleurs utiliser, les réseaux sociaux et cetera pour porter leur discours. Donc, ça effectivement, ça aide pas les parents parce que quand on regarde, ce ne sont pas forcément les vérités sur les effets des écrans qui sont, divulguées, mais plutôt les choses qui font peur, qui sont, les plus, négatives. Ça ne veut pas dire qu'il y a rien à jeter avec les écrans et qu'il faut pas faire attention, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais Bien on va sûr. avoir tendance aujourd'hui à vraiment, dire que les écrans, c'est ce qui pose problème, dans la société ou pour les enfants ou pour les ados. Alors qu'en fait, bah, on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses qui posent problème et que s'il y avait que les écrans qui posaient problème, en fait, le monde irait un peu mieux. Oui, ça c'est vrai. Une autre question, quels sont les impacts sur leur développement alors, par rapport à une utilisation, j'allais dire immodérée, des écrans? Qu'est-ce que toi tu as pu observer, et comment Oui. dirais-je? Si tu as eu, justement des informations par rapport à ça sur des enfants ou des adolescents, hein, qui utilisent à outrance, Mmh. le temps l'écran? Donc, là justement, bah, juste ça fait lien avec ce que je disais avant, hein, c'est que sur ces sujets-là, on peut entendre, plein de choses, différentes et c'est vraiment important sur ces sujets de, regarder ce qui se fait dans des études qui sont des études scientifiques. C'est-à-dire, des études qui, touchent, un grand nombre de personnes, tu vois? Tu me dis: «Qu'est-ce que tu as pu observer?» Bah, par exemple, si je dis juste, «Ce matin à mon cabinet, j'ai vu un enfant, il avait tel effet à cause des écrans». En fait, ça, c'est pas du tout une étude scientifique parce que c'est, sur un, ou même si je disais, sur tous mes patients, bah, non, c'est pas, vérifiable, c'est pas, des vraies études. Et donc aujourd'hui, ce sur quoi vraiment il y a, un accord, c'est, sur le sommeil. C'est-à-dire qu'on sait que, les utilisations des écrans, ça va avoir des effets sur le sommeil. C'est pour ça qu'on recommande aussi de ne pas utiliser les écrans avant le coucher. Enfin et ça pour les enfants, les ados, même si chez les ados, il y a aussi au niveau physiologique un décalage de l'endormissement, qui est pas que lié aux écrans. Mais
voilà, on sait que, regarder des écrans, avant de dormir, ça, c'est quelque chose qui, va nuire à la qualité du sommeil, et à la quantité de sommeil, bien évidemment, hein. C'est pareil pour les adultes, si on est pris, que je regarde Netflix, que je regarde 15 épisodes, forcément, je vais me coucher très tard. L'autre point aussi sur lequel, tout le monde s'accorde, c'est, la question de la sédentarité. Ça semble logique, hein, quand je suis en train Oui, bien de sûr. regarder un écran. Souvent, je suis, assis, sur mon fauteuil, mon canapé, voilà, enfin et donc forcément, je suis pas en train de faire une activité, physique. Donc ça a des effets sur la sédentarité et la sédentarité a des effets sur le poids. Hein, puisque, si je suis, sédentaire, forcément je vais, davantage, prendre du poids que si je suis en activité. Mais c'est la même chose si je passe, 10 heures, devant mon écran pour le travail ou assis, pour le travail, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment ces effets-là et après on sait, dernier point, les éléments de captation de l'attention. C'est-à-dire que, effectivement l'écran, parce que c'est lumineux, parce que ça bouge, parce qu'il y a des couleurs et cetera, ça va attirer notre regard et que quand on est petit, comme je disais tout à l'heure, on n'a vraiment pas encore une capacité d'attention qui est, construite et on va devoir, acquérir petit à petit cette capacité d'attention qui va être une attention, dirigée. C'est-à-dire, il y a un truc qui m'attire là, mais je me dis: «Bah non, je vais pas regarder, je vais continuer à être fixée sur ma tâche». Ça va être par rapport à l'écran, ça va être aussi par rapport, aux petits papillons qui volent de l'autre côté de la fenêtre, pendant que je suis en train de faire un exercice de maths. Voilà, c'est arriver à ne pas se laisser capter par quelque chose de l'environnement, extérieur. Donc ça, effectivement, l'écran, par toutes ces spécificités-là au niveau, de la sensorialité, des lumières, du son et cetera, ça va créer cette attraction. Donc effectivement, si on a des enfants qui sont tout le temps devant les écrans, ça va jouer effectivement sur ces capacités, d'attention. Très bien. Une dernière question, Marion, c'est, pour, ceux qui nous écoutent et ça peut être très intéressant de nous donner des pistes là-dessus, enfin une piste peut-être, c'est trouver les pictos, tu sais, de limite d'âge pour les films. Coraline nous en parlait, lors du deuxième épisode, mais, est-ce que toi tu as, un endroit pratique pour le retrouver? Ouais, alors, c'est pas très simple parce que il y a pas réellement, une bible qui existerait, parce que déjà il y a énormément de contenu, dessins animés, films, animés, courts-métrages, plus après si on prend toutes les vidéos, sur, les plateformes YouTube et cetera. Enfin, en fait, recenser tout, c'est un peu, mission impossible. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas essayer d'aller trouver, mais ça veut dire que s'occuper d'un enfant, ça prend du temps. Et ça, quand on est parent, on le sait, mais effectivement, si on veut, savoir, tiens, ce dessin animé, ce film, est-ce que je peux le proposer à mon enfant? Il y a différentes façons. Il y a ce qu'on fait pour d'autres choses, on va discuter avec des proches, on va discuter avec, la famille, les amis, les autres parents de l'école, comment on peut discuter: «Ah bah tiens, on a été, faire telle activité là, il y a une visite, c'était sympa, ah oui, mais mon enfant il a tel âge, ouais, mais là ça s'est super bien passé avec petit». OK, super. Donc on peut pareil discuter de ça. Après il y a aussi tout un tas d'émissions pour enfants, des journaux où on peut retrouver comme ça un petit peu au fil de l'eau des recommandations sur des dessins animés, sur des films. Heu, il y a sinon 2 sites, peut-être moi que je recommande. Le site, Common Sense où là on va avoir des films avec, des petits résumés et puis les âges et aussi un site qui s'appelle Films pour enfants, où pareil, enfin mais bien évidemment, il y a pas tous les films et vous pouvez vous dire: «Ah bah là, ce film-là, je veux chercher, il y sera pas». Après, dernier truc, il faut aussi se référer aux plateformes en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, beaucoup de familles, utilisent, les plateformes, Netflix, Disney, Prime, tout un tas de plateformes. J'en ai dit 3, c'est bon, on est bon pour la pub, non mais vous voyez toutes ces plateformes qui existent. Sur les plateformes, si on cherche un petit peu, on peut aussi créer les comptes, enfants et ça, c'est vraiment, un outil qui est quand même pas mal puisqu'on peut limiter et dire, «Mon enfant a, 7 ans,
Et donc, il a accès qu'aux contenus qui sont repérés pour les moins de 7 ans. Ce qu'il faut penser, c'est bien sûr à mettre à jour l'âge de l'enfant petit à petit, et pas se dire bon, bah, direct, c'est bon, c'est pas grave, tu peux regarder sur mon compte parce que effectivement, je t'ai pas débloqué le truc de 7 ans et que tu en as 9. Voilà, donc comme je disais, bah oui, ça prend du temps d'organiser tout ça, mais il y a quand même des choses à faire qui peuvent permettre d'éviter de se retrouver face à des contenus qui seraient problématiques par rapport à l'âge ou par rapport à la maturité de son enfant. Donc c'est important de aussi faire attention. On connaît nos enfants et on sait à peu près aussi ce qui peut les effracter. Très bien et moi j'ajouterais qu'il y a les fameux bandeaux, quand on commence, une série, un dessin animé, un film où ils disent: «Il y aura des images», par exemple, assez, violentes, de lumière par exemple, l'utilisation, de l'alcool, des mots grossiers, bon bref. Ça, c'est un signe, également qui peut nous mettre la puce à l'oreille et puis les fameux pictos, les -18, -4, -12 et cetera, qui sont utilisés, quotidiennement. Eh beh, écoute, Marion, je te remercie infiniment pour ce temps, passé, tous les 2 qui était passionnant, vraiment. Bon, tu es très précise et tu donnes de bonnes pistes. Je pense que les familles, les auditeurs, pourront s'y retrouver. En tout cas, je voulais vraiment te remercier pour ce temps passé, tous les 2. Heu et puis, bah, peut-être que tu as un dernier message à faire passer si tu peux? Déjà merci pour toutes ces questions, Jérôme et vraiment, enfin, pour moi, c'est dire aux parents qu'ils sont tout à fait légitimes pour s'occuper de cette question des écrans en famille et qu'on n'a pas besoin d'être geek ou spécialiste en informatique, diplômé, pour pouvoir arriver à réfléchir à comment on peut organiser, limiter et puis partager des temps d'écran ensemble. Merci Marion et chers auditeurs, ben, on se retrouvera très bientôt pour un autre numéro de Bien à la maison et pour un deuxième épisode avec notre partenaire Opel. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.